She wore blue velvet. Bluer than velvet were her eyes. Enfin, je parle de David Lynch. Bon, oui, vous allez me dire, mais tu as parlé de Dune. En effet, et même si quelques moments sont très lynchiens dedans, il est évident que l'on est très loin de ce que peut nous donner mon réalisateur favori, avec le grand Big John bien sûr, surtout ici au niveau personnel. Le film est un de ses plus simples à comprendre, bien que difficile pour beaucoup de gens à l'époque, sensuel, charnel, et dont le son, comme souvent chez le bonhomme, y est d'une importance capitale. Le héros du film, Jeffrey Beaumont, joué par le superbe Kyle MacLachlan, qui tourne à nouveau avec Lynch comme une sorte de sosie du réalisateur, arrive dans la ville de son père qui vient de faire une attaque et va trouver une oreille coupée dans un pré. C'est dès ce moment que Jeffrey va se retrouver dans un monde cruel et pervers et qui va préfigurer la série Twin Peaks qu'il créera avec Mark Frost. Une ville qui sent bon la beauté et la bienveillance, ici Lumberton, où le mal et la violence en sont imprégnés. La musique d'Angelo Badalamenti y est centrale, absolue, j'y reviendrai, sous une photographie ocre, mauve, bleu, plus ou moins sombre et rouge, dirigée par le collaborateur de Lynch jusqu'à Sailor et Lula, Frédéric Helms. Tous les genres y sont mélangés, Blue Velvet est un thriller, un mélodrame, un film sensuel, voire érotique, et parfois l'on se demande même s'il n'est pas fantastique, vu qu'il a même été à Avoriaz. Après l'échec de son Dune, Lynch va revenir à un budget plus raisonnable, comme un John Carpenter que l'on connaît bien, et va nous tourner un film à la Eraserhead, un film personnel donc, qui va faire apparaître au monde cet univers étrange qui est le sien, délicieux, surtout produit par une major, la Warner, aidé en cela par le producteur le plus couillu et frappadingue des années 80, capable de passer d'un Flash Gordon kitsch et réjouissant à ce Blue Velvet, Dino De Laurentiis. Comme le dit le réalisateur lui-même, Blue Velvet, comme Eraserhead, est un film sur un quartier, loin des quartiers habituels certes, un petit univers en soi, qui déclenche en nous, notre subconscient, une pensée comme si le réalisateur perçait notre propre carapace, c'est ce qu'il veut en tout cas, sur fond de films classiques hollywoodiens. D'un jeune homme naïf à homme conscient du monde qui l'entoure par un rite initiatique, un passage par la violence, la saleté et le sordide sous fond de bourgeoisie heureuse toute américaine. Jeffrey ne laisse pas faire la police et enquête lui-même sur cette oreille trouvée dans un pré, ce qui se cache dans cette ville si tranquille. Today, I saw the yellow man go into Frank's building, laughing with Frank. Une étude psychologique sur la descente aux enfers du héros, comme dans un film noir que n'aurait pas renié un John Huston de la grande époque ou un Howard Hawks son meilleur. Bien sûr, le film va beaucoup plus loin, rechercher dans la nuit noire la dissection d'un pays dont Lynch en est la quintessence, une Amérique si fière d'elle-même en surface, mais qui cache le pire de tous les vices, l'être humain. Spread your legs. La séquence pré-générique est en elle-même un chef-d'œuvre absolu de fondu enchaîné avec ses camions de pompiers et son ciel bleu. Bluer than velvet was the night. Ses barrières blanches et ses fleurs multicolores que l'on arrose jusqu'au visionnage par une télévision d'une arme dans un film pendant que l'homme au second plan s'écroule sur un gazon si parfait. La caméra s'enfonce alors dans le sol où grouillent les insectes de toutes sortes sous les effets musicaux du compositeur Badalamenti.
Le prologue et l'épilogue d'ailleurs seront filmés de la même façon avec ses couleurs saturées alors que le reste du film est plutôt très sombre. Filmé en décor naturel avec des décors intérieurs de Patricia Norris qui sait et comprend exactement ce que veut Lynch comme elle le fera sur les costumes sur ses films avant et après. L'appartement de Ben par exemple, joué par Dean Stockwell, plus qu'étrange, devait être très sombre au départ. Puis Lynch, dont ce décor est pour lui d'une importance capitale parce que la scène qui s'y déroule est d'une tension sans commune mesure, bien qu'absurde, et où tout peut arriver, comme le dit Lynch, plus l'appartement était sombre, moins je l'entendais. Parce que oui, David Lynch entend plus ses films qu'il ne les voit. L'autre décor étant bien sûr l'appartement de la Dame Bleue, celle d'Isabella Rossellini, Dorothy Valence, qui semble exister de lui-même. Lie down. Mommy loves you. Baby wants to fuck. David Lynch va donc choisir la couleur pour le film immédiatement. Blue Velvet, à l'écoute, lui fait penser aux pelouses. L'obsession du velours est aussi un phénomène assez répandu dans le monde et Lynch en porte toujours un petit peu sur lui, même sans en être fétichiste. Il pense au film dès 1973, par petits bouts, quelques scènes de ci de là, cela prendra du temps, mais va tout assembler avec les années. Lynch essaie de monter son projet, un Ronnie Rocket, qui n'aboutira malheureusement jamais, et va rencontrer Richard Roth, un producteur mais que l'histoire n'intéresse pas. Lynch lui soumet alors l'idée de quelqu'un qui épie une fille dans son appartement et dont l'histoire part en film policier. Du coup, David Lynch travaille ce script, l'oreille que trouve Jeffrey dans le pré est pour lui une ouverture qui mène à quelque chose d'immense et dont le plan final nous fera en sortir. Beaucoup de scènes viendront de ses rêves. La Warner déteste bien sûr et c'est le grand Dino De Laurentiis qui va l'aider à mettre sur pied ce chef-d'œuvre. Et quand je dis que la Warner déteste, ils sont furieux, ils ne comprennent rien et trouvent l'histoire absolument scandaleuse. Mommy. De Laurentiis rachète les droits et Lynch écrira plusieurs versions et, vous connaissez le producteur italien maintenant, Lynch le rencontre, lui demande le final cut et Dino va lui répondre « Réduis ton salaire et le budget de moitié et c'est ok ». Get ready to fuck! You fuckers, fucker! You fucker! Le film sera donc tourné dans les studios de Wilmington en Caroline du Nord, que De Laurentiis a acheté. Sa liberté de travail sera libératrice du coup après la frustration du film Dune, et il est même euphorique et s'autorise à nouveau la prise de risque et l'expérimentation. Rêve rempli de désirs plus ou moins étranges et histoire policière, ne l'oublions pas, Lynch fait dans le réalisme avec des personnages pour beaucoup naïfs, mais comme le dit Lynch, on en trouve beaucoup dans le pays, une Amérique où tout est dit dès le prologue, innocente et horrible à la fois. Sometimes it's necessary to take a risk. I got to thinking, I'll bet someone could learn a lot by getting into that woman's apartment. Jeffrey est proche de David Lynch lui-même, ne sait pas pourquoi, si ce n'est que deux aiment les mystères. Quelques scènes seront enlevées, que David Lynch regrette parfois, mais le moins est souvent l'ami du trop, comme il le dit lui-même. L'une des plus regrettées par Lynch sont les deux femmes qui sont attachées à un lit, dont l'une d'elles se retrouve avec les tétons que l'on met en feu. Le sexe est comme le jazz, extraordinaire à écouter et à renouveler, tout est dans les variations. Pour finir, une projection test va être faite par Dino De Laurentiis, mais juste après une vision du film Top Gun. Les gens sortent carrément de la salle. Convocation, discussion, Lynch fait comprendre à Dino qu'il ne vise pas ce public-là. Ayant son final cut, Lynch pourra finir son film et Dino va refaire une projection test au public amateur de ce genre de film. Ce sera un succès. Le premier montage, dont on rêve encore de voir ne serait-ce qu'une ébauche, dure 4 heures mais doit livrer au maximum un film de 2 heures à Dino. I'll fuck anything that moves! 6 millions de dollars de budget et un box-office de 8 551 000 $ aux États-Unis et Canada,
c'est pas très fortiche, mais ça suffit pour Dino. Et en France, le film réalise 573 980 entrées et est interdit aux moins de 12 ans lors de sa sortie en France. Blue Velvet permet à Lynch d'être nommé pour l'Oscar du meilleur réalisateur et à Dennis Hopper d'être nommé au Golden Globe du meilleur acteur dans un second rôle. Blue Velvet sera même à Avoriaz. Jeffrey Beaumont, donc joué par Kyle MacLachlan, est le pont entre la douce famille américaine et le monde impitoyable et violent de Frank. Es-tu détective ou pervers demande Sandy à Jeffrey alors que c'est elle qui l'a attiré dans cette sombre affaire. I don't know if you're a detective or a pervert. L'acteur va boutonner sa chemise jusqu'au bouton du haut, exactement comme le réalisateur s'habille. Pour l'acteur, il est réellement l'alter ego de Lynch, point de doute ici. Le col de la chemise, boutonné jusqu'en haut pour le réalisateur, est le résultat de sa propre insécurité, se sentant vulnérable quand il est ouvert. The fuck! Lynch est fan de MacLachlan, il le trouve naïf, innocent, obsessionnel, curieux et raisonne avec passion, et pourtant, il veut Val Kilmer au départ. Le futur Dale Cooper de Twin Peaks est déjà là, pourtant comme Jeffrey, il a la possibilité de passer entre ces deux mondes et dès le début du film jette des cailloux sur un tonneau, ce que Cooper fait pour raisonner et avant de faire quelque chose d'important, ne pas oublier un bon dîner. Well, first we'll have a really nice dinner. Comme sur le Dune de David Lynch, sa carrière va décoller avec Blue Velvet et suivront le Eden de Jack Sholder dont j'avais parlé, les Doors d'Oliver Stone, Twin Peaks bien sûr, la série et le film de David Lynch et Mark Frost, Showgirls de Paul Verhoeven et Desperate Housewives des saisons 2 à 8 ou How I Met Your Mother. Il obtiendra le Golden Globe du meilleur acteur pour Twin Peaks et c'est Éric Legrand qui le double ici. Dorothy Valence fut un rôle dont l'actrice fut très difficile à trouver. Lynch ne connaît pas encore Isabella Rossellini. Anna Schygulla est pressentie, puis Hélène Mirren, qui va l'aider même à concevoir le personnage, mais ne veut pas la jouer. Beaucoup d'actrices ne se sentent pas d'ailleurs de jouer ce personnage qui est d'une complexité effarante. Lynch va rencontrer Isabella dans un restaurant de New York pensant qu'elle est seulement mannequin de métier et va découvrir l'actrice et lui proposer le rôle 2-3 jours après. That'd be sweet. Mommy loves you. Elle accepte d'emblée ce rôle mais en souffrira sur le tournage qui sera extrêmement dur pour elle. Et pour cause. Elle sort du Soleil de nuit de Taylor Hackford, puis ce sera Les vrais durs ne dansent pas de Norman Mailer, Sailor et Lula de David Lynch en Perdita Durango, Wyatt Earp de Laurence Kasdan et va même créer Green Porno en série télévisée. Elle est bien sûr la fille d'Ingrid Bergman et de Roberto Rossellini. C'est Evelyn Selena qui officie sur sa voix. C'est un personnage extrêmement complexe, dont la nudité, très souvent exposée, fut très dure pour l'actrice à faire. Elle prend des coups, elle est torturée, elle est violée. C'est quelque chose d'assez dur à voir et elle s'en sort très très bien. Suave? God damn, you're one suave fucker. Dennis Hopper, par contre, lui, il veut le rôle. Il est Frank Booth et il harcèle carrément David Lynch qui se sent comme un boxeur coincé dans un coin de ring. Lynch est même effrayé que l'acteur se voie en Frank. Il ne tient absolument pas à rencontrer quelqu'un comme Frank Booth. You know what a love letter is? It's a bullet from a fucking gun, fucker. Mais l'acteur ne pose aucun problème sur le film et le rôle, effectivement, était fait pour lui. Dennis Hopper est peintre, metteur en scène, acteur et même photographe et très bon en tout cela. You receive a love letter from me, you're fucked forever. Pour le gaz que Frank inhale, ce devait être de l'hélium au départ pour que maman et le bébé soient encore plus fous, mais cela sera changé durant le tournage pour ne pas rendre les scènes ridicules. Beaucoup de fuck sont écrits par David Lynch, mais Hopper va en rajouter 3 tonnes, tellement imprégné du personnage qu'il est. Viril, tordu et violent, c'est un gars intelligent qui fout la trouille, et ce, dès sa première scène. Il torture Dorothy, mais ne supporte pas qu'elle le regarde, ne pas se voir dans ses yeux est important pour lui.
fine. Fucking look at me. Fucking look at me. Il va commencer sa carrière sur La Fureur de vivre de Nicolas Ray, Règlement de compte à hockey choral de John Sturges, Easy Rider réalisé par ses soins, Apocalypse Now de Francis Ford Coppola ainsi que son Rusty James, Les Aventuriers de la quatrième dimension de Jonathan Betuel dont j'avais parlé, Massacre à la tronçonneuse 2 de Tobe Hooper, Le Grand Défi de David Hanspo où il y est absolument démentiel en alcoolique, True Romance de Tony Scott ou Speed de Yann Debon et j'en oublie 2 milliards. Daddy's coming. C'est l'immense Patrick Florsheim qui officie sur sa voix ici et qui y fait un travail remarquable. Michael Ironside, Harry Dean Stanton et Steven Berkoff avaient été envisagés pour le rôle. Sandy Williams est interprétée par la jeune Laura Dern à l'époque, qui va devenir l'une des actrices fétiches du cinéaste. Elle est ici une jeune fille naïve qui va devoir subir les aventures de Jeffrey et tomber amoureuse de ce jeune héros. Elle est aussi la fille de l'inspecteur Williams qui va mener l'enquête. I'm sorry to bother you, but I need to talk to you. Okay. Looks like you had a bad facelift. Yeah. Elle est la Lula du Sailor et Lula de David Lynch, Ellie Slater dans les Jurassic Park de Steven Spielberg, Un monde parfait de Clint Eastwood, le Jurassic Park 3 de Joe Johnston, In an Empire de David Lynch et l'on a pu la voir dernièrement sur Les Derniers Jedi de Ryan Johnson ou Jurassic World le monde d'après de Colin Trevorrow. Elle devient la fameuse Diane, secrétaire de Dale Cooper dans la superbe saison 3 de Twin Peaks. C'est Marie-Laure Beneston qui fait sa voix et Molly Ringwald fut elle aussi envisagée pour le rôle de Sandy. A candy-colored clown they call the Sandman tiptoes to my room. Dean Stockwell va jouer Ben et va nous estomaquer par son apparition absolument démentielle dans une seule scène mais qui reste en mémoire. Go to sleep, everything is all right. Il va improviser la scène où il utilise une lampe en guise de micro pour chanter en playback In Dreams de Roy Orbison et qui va lui donner avec son maquillage une aura fantastique du meilleur cru. I close my eyes. Dean sait qu'une lampe doit être utilisée en guise de micro et va décrocher celle qui est contre le mur, alors que ce n'était absolument pas celle qui était prévue, et va prendre une lampe torche au lieu de celle de la table. Then I drift away. Une scène plus que parfaite, et le plus fou c'est que Lynch n'a aucune idée de qui avait accroché cette lampe sur le mur. Fine, Frank, fine. How are you? Fucking good. I'm real fucking good. Dean Stockwell va commencer sa carrière à 7 ans et sa filmographie est impressionnante. Citons au hasard Paris, Texas de Wim Wenders, Dune donc de David Lynch, Police fédérale Los Angeles de William Friedkin dont j'avais fait une grosse vidéo, Le flic de Beverly Hills 2 de Tony Scott, Tucker de Francis Ford Coppola, mais ce sera surtout de 1989 à 1993 le rôle de Hal Calavici dans la grande série Code Quantum. Philippe Mareuil le double ici. I've called for an ambulance and the police are on their way. Au plan, je joue Madame Williams, la mère de Sandy, une actrice prolifique au cinéma, Bus Stop de Joshua Logan, Le bal démoni d'Edward Dmytryk, Un justicier dans la ville de Michael Winner, La revanche de Freddy de Jack Shoulder ou Le danger immédiat de Philip Noyce. Elle jouera aussi bien sûr beaucoup à la télévision et c'est Claire Guibert qui la double. What he said? No. Hadn't been to pussy yet. Citons aussi en homme de main de Frank Booth, notre Brad Dourif, doublé par Mark Alphos, mais que l'on voit très peu. Paul, what's your name? Jeffrey? Et citons aussi un acteur très cher à David Lynch, Jack Nance, qui aura été sur tous ses films jusqu'à son décès, depuis Eraserhead dont il est le héros, et qui est ce cher Pete Martell dans la série Twin Peaks. Angelo Badalamenti et David Lynch sont indispensables l'un de l'autre. L'on peut même dire que Lynch et son monde sont nés par cette rencontre. Il va libérer Lynch de la musique et leur collaboration va nous donner de grands moments comme les 2 albums avec la grande Julie Cruz ou le très bon et beau concert que je vous conseille, Industrial Symphony numéro 1, et les musiques du compositeur vont lui survivre et se vendront excellemment bien.
Mais Lynch réinvente les musiques composées ou les chansons utilisées et nous propose une autre façon d'écouter celle-ci. Personne n'est plus un cinéaste musical que David Lynch. C'est avec l'apparition d'Elvis Presley que Lynch naît musicalement, mais ce n'est qu'à partir de ce film que la composition musicale de tous ses films va drastiquement changer. Avec ses choix de chansons et sa collaboration avec Angelo Badalamenti, il va se libérer de ce que chaque cinéaste redoute, qu'un compositeur n'ait pas compris sa vision et devoir se démerder au montage pour essayer de faire en sorte que tout est lié. Il préfère d'ailleurs supprimer de la musique qu'en mettre une qui ne correspond pas à l'époque. La chanson In Dreams que Dean Stockwell va interpréter en playback vient d'un coup de chance. Alors en voiture avec Kyle MacLachlan, ils entendent du même chanteur, Roy Orbison, Crying à la radio. Il achète l'album persuadé que c'est la chanson pour la scène qu'il lui faut et en écoutant la suite, tombe sur In Dreams. Dès qu'il l'entend, Lynch oublie la première et c'est le coup de foudre. Il va appeler Dennis Hopper et Dean Stockwell et leur demandera d'apprendre les paroles par cœur. Peu de cinéastes savent utiliser les chansons de leurs films pour leur en donner une signification. Wim Wenders, Martin Scorsese, Quentin Tarantino ou Michael Mann sont de ceux-là. Song to a Siren par Dis Mortal était la chanson voulue au départ, mais les droits sont trop chers. C'est un collaborateur, Fred Caruso, qui va lui soumettre l'idée d'écrire lui-même la chanson. D'un côté, une chanson que Lynch veut absolument, et de l'autre, l'idée qu'il puisse la remplacer par une de ses propres compositions avec Angelo Badalamenti lui fout une trouille rare. Et c'est comme cela que va naître Mysteries of Love, dont Angelo Badalamenti aura l'idée d'y mettre la voix de Julie Cruz dessus et d'arranger le tout. Une fois la chanson finie, Lynch n'a qu'un choix en tête, engager Badalamenti pour le score. Lynch écoute beaucoup du Shostakovich et Angelo et lui vont longuement en discuter. La magie opère et comme deux enfants qui se connaissent depuis des années vont nous donner la plus belle des collaborations, Twin Peaks, bordel de merde. Badalamenti va faire entrer Lynch dans la musique, ne sachant pas lui-même qu'il en avait envie. Lynch écoute de la musique quand il tourne et parfois la met même sur haut-parleur si les acteurs en ont le besoin. She wore Blue Velvet, la chanson en version par Bobby Winton, inspirera donc le film. La chanson en est l'étincelle, pour Lynch très mystérieuse et lui font penser à de la pelouse. Entre Bernard Herrmann et Pino Donaggio, Angelo Badalamenti nous explose à la gueule et ravit nos oreilles avec ce score somptueux et d'une profondeur dramatique sans commune mesure. Habité d'un bout à l'autre par son ton dramatique, lyrique et tragique, tout en orchestrant une violence qui font que le compositeur reste de suite comme le nouveau venu à suivre. La bande originale de Blue Velvet est supervisée par Angelo Badalamenti lui-même, qui fait même une brève apparition dans le rôle du pianiste du Slow Club où Dorothy se produit. Un disque va sortir chez Varese à l'époque, et dernièrement, une version beaucoup plus longue chez Varese Deluxe. C'est un chef-d'œuvre musical, intemporel, on ne sait jamais à quelle époque les films de David Lynch pourraient se passer, et c'est comme beaucoup de musique, une de celles que l'on se doit de posséder. Love letter straight from your heart. Blue Velvet, le velours bleu dont sont faits les rêves, ceux d'un cinéaste hors du commun qui ici est non seulement en territoire connu, son Amérique natale, mais où les forces du bien et du mal vont se confronter de la pire des façons, la plus violente, pour y trouver l'équilibre fragile de la vie, même si pour cela il faut passer par des moments douloureux mais nécessaires. It's all over, Jeffrey. Il va rencontrer son futur compositeur sur ce film, le grand Angelo Badalamenti donc, qu'il ne quittera que très rarement et membre indispensable du monde lynchien. Souvent considéré comme malsain, cet univers tient pourtant plus de la magie, comme Sailor et Lula et son magicien d'Oz. Un optimisme dans l'horreur et dont l'amour en est souvent le vecteur principal. La quête de Lynch est simple, métaphysique, spirituelle, sur le bien et le mal, c'est même le cœur central de son cinéma. Le regard est le symbole du film, la contemplation pour le spectateur, l'observation qui tourne au voyeurisme pour Jeffrey ou Sandy, qui voit l'histoire par celle de Jeffrey.
Le film sera considéré comme malsain donc avec manifestation à l'appui, ne comprenant pas le personnage de Frank ou celui de Dorothy qui semble accepter ses viols et ses coups. He put this disease in me. Tell me it's all right. La peur du côté sombre qu'il y a en chacun de nous. Bref, une leçon de cinéma dérangeante et choquante à la fois, écrite et réalisée par un conteur né, un brillant cinéaste, l'un des meilleurs, qui laisse son imagination nous traverser et surtout nous fait réfléchir, ce qui est un handicap pour certains. Esthétique et magique, Lynch nous sort de notre petit confort de spectateur, nous plonge dans les abysses et les ellipses qu'il va perfectionner avec le temps. Un confort visuel et sonore pour nous sortir de ce confort, un 10 sur 10 pour moi en note sans réfléchir, un rêve éveillé, et ce n'est pas fini. Voilà, j'avais envie depuis tellement longtemps de vous parler de ce réalisateur qui moi il est personnel, il est en moi, je suis complètement soudé à sa vision, je suis complètement imprégné de cet univers et je l'aime comme un fou. J'attends vraiment, mais vraiment vos commentaires, qu'ils soient positifs ou négatifs, parce que chez Lynch, c'est tout à fait compréhensible que l'on puisse ne pas rentrer et être complètement hermétique à ce monde-là. Pensez donc à en parler, on en débat. N'oubliez pas bien sûr d'activer la cloche et de vous abonner si vous le pouvez, c'est gratuit. Je vous dis à bientôt pour du très lourd. Bye bye.